Alors voilà, on s'installe pour parler de cet éclatement de la bulle immobilière londonienne. On a le plaisir d'accueillir sur le plateau, en compagnie donc de Jonathan qui vient nous voir, Emmanuel Rodriguez Gagnebé. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de la gestion chez Amundi Immobilier, un spécialiste donc de ces marchés. Comment ça s'est passé? Comment est-ce qu'on vit déjà, peut-être, c'est une question un peu anecdotique, mais comment est-ce qu'on se réveille le lundi matin en se disant, oula, enfin c'était le vendredi matin, il y a eu Brexit. Tout le monde était un peu, ne s'attendait pas à ça forcément. On a appelé forcément nos interlocuteurs à Londres pour voir alors qu'est-ce qui va se passer dans Il y le a eu un marché. séisme quand même. Alors nous on n'a pas senti ce séisme parce que quand vous vous déplacez à Londres et vous discutez avec nos agents immobiliers, les gens qui travaillent pour nous là-bas, rien ne s'est passé. Pour eux, tout va business as bien. usual. Oui, tranquillité, on va prendre du temps, tout va bien, on n'a pas dit qu'on allait divorcer, on a 5 ans pour se donner le temps Pour se partager la garde des enfants. Mais bon, malgré tout, il y a des fonds immobiliers, hein, c'est ça votre secteur, qui ont fermé, qui ont décidé d'arrêter les retraits, hein, qui ont fermé la liquidité pour éviter la panique. C'est bien quand même qu'il y avait quelque chose qui se passait. Alors, ces fonds qui ont fermé, c'était des fonds qui n'assuraient pas de liquidité. Et forcément, pour ne pas créer une dynamique de décote sur le marché secondaire de ces fonds-là, les gérants ont préféré les fermer. Mais c'est par réaction à une décote non justifiée que ces fonds ont été fermés. On parlait de bulle immobilière, hein, dans mon lancement. Est-ce que c'était le cas? Il y avait une bulle à Londres? Alors, nous, notre analyse sur Londres, c'était deux choses. C'est qu'on trouvait que les loyers avaient pas mal augmenté. Sur le prime, on était plutôt passé de 50 square feet à 70, voire 80 sur les nouvelles tours. Que sur les taux de rendement, on était passé bien en dessous des 5%, voire 4% avec des taux de dette beaucoup plus chers que chez nous en France. Et qu'on trouvait qu'au niveau de la construction, ils y allaient fort, mais ils avaient des indicateurs plutôt positifs en termes de chômage, et tout allait bien chez eux. Donc c'est vrai qu'on sentait déjà que ça poussait fort. Et est-ce qu'il y a déjà eu des transactions dans ce sillage du Brexit? Est-ce qu'on a déjà ajusté les prix? Est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu moins 10, moins 15, moins 20%? C'est encore trop tôt. Aujourd'hui, il faut se laisser un peu jusqu'à fin septembre, voire fin d'année, pour voir comment les experts immobiliers vont réagir. Parce que sur l'immobilier résidentiel, pardon, je vous coupe, mais j'ai vu des chiffres de moins 20, moins 25% sortir. Alors, ça m'étonne parce que sur le luxe, il n'y a pas vraiment d'impact direct. Sur le secondaire, ça dépend. Mais pour qu'il y ait des mouvements sur le résidentiel, il faut qu'il y ait des mouvements humains. Et aujourd'hui... il n'y a pas une grande migration encore. Exactement, exactement. Quelles conséquences ici à Paris? Vous gérez des SCPI, des OPCI. Il y avait des poches investies au UK, hein, en Grande-Bretagne. Comment ça s'est matérialisé? Alors, on a deux gros produits, des produits SCPI et des produits OPCI. Les SCPI sont essentiellement en France, donc c'est un non-sujet. Et sur le produit OPCI, Opsimo, on a toujours de l'immobilier physique au UK et on a une poche de valeur mobilière au UK. Qui était de quelle proportion à peu près? de 10 à 15%. Les deux combinés. Les deux combinés. Et qu'on avait déjà anticipé qu'il ne fallait pas se renforcer au UK avant le Brexit et qu'on avait, par rapport à notre pipeline d'investissement, atterrir en fin d'année aux alentours de 10% d'exposition au UK. Et là, ça va abaisser encore cet objectif, moins de 10%, ou vous dites non, on va quand même rester un pied au UK? Ah là, il y a deux parties. Sur l'immobilier physique, pour l'instant, on n'a pas de parti pris sur une sortie à court moyen terme. C'est trop tôt pour se dire c'est le moment de sortir. En revanche, sur les valeurs mobilières, on est beaucoup plus souple. Mais sachez que dans l'AVL d'Opsimo, on tient compte immédiatement de la cotation de nos valeurs mobilières. Donc c'est déjà intégré. Et puis Jonathan rappelait que le FTSE avait progressé même depuis le Brexit. Donc bon. Alors il faut savoir qu'il y a beaucoup de technicité dans tout ça, hein, que dans une baisse, il y a toujours une reprise immédiate, qu'il faut se laisser un peu de temps, surtout dans l'immobilier physique, et que l'élément liquidité, l'élément volume sera le déterminant de cet impact ou pas du Brexit. Si on parle chiffres et rendements, quel a été l'impact concret Immédiatement, avant et après Brexit, sur Opsimo, pas d'impact. C'est encore trop tôt pour dire que il n'y a pas d'impact d'ici à la fin de l'année. Parce qu'il y a une grande inconnue, c'est sur la partie physique des expertises. Laissons-nous un peu de temps pour mesurer mieux cet impact, pour
pour voir comment ça impactera les rendements. Alors, je vais passer la parole à Jonathan, mais auparavant, une dernière question. Il y a ce petit jeu des pronostics, savoir qui de Francfort, Paris, Dublin, que sais-je, profiterait éventuellement de cet affaiblissement britannique. Est-ce que quand on investit dans l'immobilier, on suit ça et on a, Bien sûr. On a aussi son petit agenda? Bien sûr, je pense qu'il faut croire dans un repli, enfin, une partie de la matière grise qui était à Londres rebasculerait sur la zone euro. Aujourd'hui, on parle de Zurich aussi. On ne parle pas que de la zone euro, on parle de Zurich, on parle de Dublin, là où on parle anglais, Amsterdam aussi. C'est un paradoxe Zurich, hein, parce que quitter un pays qui n'est pas dans la zone euro, enfin au prétexte qu'il sort de la zone euro, aller dans un pays qui ne le serait pas. Alors moi je pense que ce qui peut se passer, c'est que chaque pays va avoir peut-être sa spécificité. Peut-être on va aller chercher de la main-d'œuvre qui parle anglais à Dublin pas cher, et aller à Paris chercher des traders qui ont des compétences. Je pense qu'il peut y avoir une répartition des cartes. Il n'y aura pas, à mon avis, une place financière qui va être plus dominante que l'autre. On ne va pas refaire la City tout d'un coup dans une prairie continentale. Je ne crois pas, parce que ce n'est pas non plus l'intérêt de l'Europe. On est là pour partager. Mais c'est quelque chose qui ne va pas se faire en 2 jours et qui pourrait prendre un peu de temps. Parce que c'est des flux quand même conséquents qui s'investissaient, on verra si ça continue au UK, sur un marché de 250 milliards de flux, je parle sous votre contrôle, hein, dans l'Europe au sens large. 90 à 100 milliards allaient directement au Royaume-Uni. Donc on imagine qu'il y a des robinets qui vont se réorienter. Alors aujourd'hui, on est assez confiant sur la zone euro parce que l'euro donne cette stabilité. Le UK, on savait que c'était un marché volatile à la fois sur le taux de change et à la fois sur leur manière d'appréhender le business. Aujourd'hui, celui qui veut de la stabilité, de la sécurité, ira dans la zone euro. Après, est-ce que tous les 90 milliards d'euros vont rebasculer intégralement? Sans doute pas. Laissons-nous 3-4 ans pour voir ce rééquilibrage, dans quelle proportion elle va se faire. Bon, donc on va se voir encore longtemps. Jonathan, vous avez des questions aussi concernant ce Brexit et ses conséquences immobilières? Alors, surtout, en fait, je pense que c'est intéressant d'analyser ce qu'on a vécu ces dernières semaines, ces derniers jours sur l'immobilier au Royaume-Uni, sur la liquidité. Je pense qu'il faut insister sur la liquidité. Là, on parle d'immobilier. L'immobilier, ce n'est pas un sous-jacent, un actif qui est liquide. Il y a des actifs qui sont plus liquides que l'immobilier. Et c'est un risque qu'il faut appréhender lorsqu'on est un investisseur. Et on a tendance à l'oublier quand tout se passe bien. Quand tout se passe bien, la liquidité, ce n'est pas un problème. Mais en fait, ça devient un problème lorsque un risque se réalise, effectivement. Alors par rapport à ça, il faut savoir que oui, dans la perception des gens, ils veulent sortir et donc ils vont vendre, mais l'acte de vente n'est pas finalement réalisé. Même dans la crise de 2007-2008, dans l'immobilier, finalement dans le marché secondaire, par exemple des CPI, certes on a vu une baisse de la valorisation, mais si on mettait en face de cette baisse le nombre de personnes qui avaient décidé d'arbitrer, c'était bien moindre. Donc en fait c'est plus un phénomène un peu d'anxiété qui est généré, plus qu'une réalité de fait que tout le monde sorte et qu'il y a vraiment une crise. Donc je pense qu'il faut pas cacher les choses. En revanche, il faut le mettre en proportion du volume échangé dans ces périodes un peu instables. D'accord. Peut-être aussi expliquer aux gens qui nous écoutent qu'il y a des nouveaux véhicules qui ont été créés, les OPCI. C'est relativement récent, en fait. Hein. Il y a beaucoup de collègues qui s'orientent. Un peu, parce que c'est toujours bien de refaire de la pédagogie. Donc, il y a une poche immobilière classique. Hein. Exact. Vous investissez dans des immeubles. Exact. Bureaux, pas que. Pas que, mais essentiellement bureaux à plus de 70%. Et une partie valeur mobilière. Exact, 40%. Voilà, qui permet d'assurer de la liquidité en fait. Hein. Exactement. C'est en fait aujourd'hui, dans ces 100%, il y a 70 mots physiques, 40% de valeur mobilière, et au sein de ces 40, c'est décomposé entre 10 et 15% de valeur mobilière actions, et le reste en obligataire. D'accord. Et d'où le succès justement parce que ça permet de combiner un socle, la quille du bateau solide et puis une poche de liquidité intéressante pour justement réagir à des coups comme ceci. Exact, sur la poche obligataire et sur la perf. Et ça, vous avez vu une des collectes concrètes sur Opsimo par exemple? Non, à l'instant on se parle, pour l'instant on n'a pas senti un énervement ou une défiance par rapport au produit. Donc on est d'accord de dire que du point de vue du risque de liquidité, il est mieux d'être sur une OPCI que sur une SCPI en fait. Hein.
clairement. Ah oui, alors, Dans la un scénario SCPI qui est non coté aussi, souvent avec des Non coté. actifs voilà, donc, qui sont moins facilement vendables en cas de... Que ce soit dans l'OPCI ou que Ouais. ce soit la SCPI, l'actif physique se vend de Il la n'y a même pas la manière. poche mobilière en tout cas. Exactement. Voilà, valeur donc mobilière. l'OPCI présente plus de volatilité parce que par contre la poche Ben oui. valeur mobilière est plus volatile que la poche physique, donc ça c'est l'inconvénient. L'avantage c'est qu'elle présente plus de liquidité Exact. si ça se passe mal. Donc c'est moins pur. Si on veut de la C'est pureté, blindé, quoi. on va sur SCPI. Est-ce qu'il y a des rendements différents entre les deux en ce moment Alors chez vous aujourd'hui, si on regarde le passé, les performances d'Optimo étaient aussi bonnes que celles des SCPI, aux alentours de 4 et 4,5. Aujourd'hui, c'est un peu trop tôt pour dire si ces rendements assez équivalents s'inscrivent dans la durée. Et en termes de collecte, qu'est-ce que vous observez actuellement? Pour l'instant, il n'y a rien de... le pacte, le plan d'action commercial suit son cours normal et pour l'instant, il n'y a pas de réaction D'accord. défiante par rapport Au aux deux Brexit, produits. on reste sur une inertie telle Il y a qu'on des l'a- questions, forcément, des gens qui C'est s'intéressent ça, au vous produit. y répondez mais il n'y a pas de réaction forte vis-à-vis de nos produits. Une question encore, c'est est-ce qu'on met ces véhicules SCPI, OPCI, est-ce qu'on les prend en direct ou est-ce qu'on les met dans un contrat d'assurance vie? Et là encore, je crois que c'est une question de liquidité. Hein. La liquidité est assurée dans un contrat d'assurance vie par l'assureur. Lorsqu'on a la SCPI ou l'OPCI en direct, on a le risque de liquidité soi-même. Ouais, ça, c'est un point un peu technique, mais intéressant. C'est un arbitrage parce que c'est comme quand on prend deux assurances. On a une assurance liquidité avec l'OPCI. Donc, si on la met dans l'assurance vie, ça fait un peu contre-emploi. Alors, C'est l'assureur qui Qui assure, assure aussi, qui a un assure produit aussi. qui lui permet sa liquidité aussi. Donc, Ouais. Parce qu'en fait, je pense qu'il faut bien comprendre que l'assureur doit la liquidité au souscripteur, mais qu'il y a quand même une certaine limite à tout ça. C'est-à-dire que si lui-même un jour a des problèmes pour assurer la liquidité, on risque de fermer le marché. D'ailleurs, la loi Sapin 2 prévoit d'encadrer ça, un petit peu ouais. tout ça et de prévoir des cas, on parle de crise systémique, à ce moment-là, on pourrait fermer les rachats pour éviter que l'ensemble du système ne fasse faillite. Bon, voilà ce on qu'on n'est pouvait. pas là. Hein. Voilà, c'est des cas extrêmes. Ouais. Non, mais c'est Aujourd'hui, des on n'est pas du... scénarios. Voilà, mais c'est des scénarios qu'il faut avoir en tête Ouais. lorsqu'on investit. Je pense qu'il vaut mieux le savoir avant qu'après. Absolument. Et c'est bien d'avoir des plans A, plans B et autres plutôt que d'improviser quand il y a des problèmes. Ça rassure de savoir où sont les portes de sortie. Un mot de conclusion peut-être sur l'immobilier, les tendances de cette fin d'année. Votre plan de Alors, route, il y a votre des feuille de chiffres route il y a des chiffres qui sortent en ce moment. Alors, ça vaut ce que ça vaut. A priori, l'immobilier au UK devrait baisser aux alentours de 15%. Ça ne vaut que le chiffre que communiquent les gens. Après, la composante bureau, résidentiel et commerce, comment va ces 15% se distribuer? On ne sait pas encore, c'est trop tôt. Mais ne nous focalisons pas uniquement sur le marché UK, qui, dans nos produits, ne représente qu'une faible poche de notre allocation. Voilà ce qu'on pouvait dire. Merci Jonathan. Merci également à vous Emmanuel de nous avoir rendu visite. Et puis on se retrouve après l'été pour suivre toutes ces aventures concernant les placements. Merci beaucoup. Merci. Bel été Merci. à vous tous également.